menée 2-0 avec 10 minutes à jouer. Une équipe semble à quelques minutes d'une victoire totale. Pour l'autre équipe, c'est fini. Du moins, c'est ce que veulent vous faire croire les analystes et commentateurs. La déception, la frustration, la fatalité et la morosité envahissent toutes les ondes. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas fini. Les choses changent et en quelques minutes, toute la situation est bouleversée. Peu importe qu'il s'agisse d'un match international de football ou de politique et de diplomatie internationale. Ça me rappelle les paroles immortelles du grand philosophe de la musique country, Kenny Rogers. On ne compte jamais son argent quand on est assis à la table. Il y aura bien assez de temps pour compter quand la partie sera terminée. Ils n'ont pas encore fini de distribuer les cartes. La politique et la diplomatie ne sont pas limitées par les minutes, les heures ou les jours. Les apparences ne reflètent pas la réalité. Beaucoup pensaient que Trump avait cédé aux Iraniens le mois dernier. Malgré les violations et agressions envers les alliés arabes du Golfe, les discussions sur le protocole d'accord ont continué. L'attention cette semaine s'est portée sur la réunion de l'OTAN en Turquie et le rapprochement de Trump avec Erdogan. Mais voilà que les Iraniens arrivent, tout juste après le couronnement de leur nouveau Shah ad-Doum, croyant que les absurdités qu'ils ont répandues toute la semaine sur leur victoire imminente sont vraies, ils ont attaqué des navires dans le détroit d'Ormuz et affronté la colère des États-Unis. Où l'ont-ils vraiment fait? Comme toujours, les médias sont hystériques et déprimants. Alors qu'ils se concentrent sur les événements, la réalité est un peu plus complexe. Et nous allons examiner cela et la situation dans son ensemble encore une fois cette semaine. Comme je l'ai dit, les Iraniens proclamèrent la victoire en enterrant Khomeini cette semaine. La réalité pour eux est bien plus grave. Alors que Khomeini était mis en terre, la révolution islamique iranienne était enterrée juste à côté de lui. Ils n'ont plus de direction. Le seul dirigeant qu'ils prétendaient avoir n'est jamais apparu. Ils cuvaient sûrement après avoir célébré le mois de la fierté. Ce que nous avions, en revanche, c'était le retour d'Ahmed Ahmadinejad. On disait qu'il avait été tué, mais il était bien là aux funérailles, peut-être envoyé de l'enfer pour accompagner Khomeini. Quoi qu'il en soit, le régime n'a pas le soutien de son propre peuple. Leur puissance économique a disparu, leur faiblesse militaire a été exposée, et même les acteurs mondiaux, et à quel point ils étaient naïfs de leur avoir permis d'emprunter cette voie secrète pour construire des armes nucléaires, cela aussi a disparu aujourd'hui. C'étaient des éléments essentiels d'un régime révolutionnaire et il ne leur en reste plus un seul. Voyez l'Iran qui tient encore aujourd'hui. Ils ont perdu les sources même de leur pouvoir. Des années durant, leur pouvoir national tenait à leur capacité de menacer l'approvisionnement énergétique mondial. Un pouvoir qui leur est retiré. Le monde construit déjà des itinéraires de contournement autour du détroit d'Ormuz. D'ici 3 ans, la valeur stratégique de ce goulet sera nulle. Leur autre priorité était le programme nucléaire. Ils y ont investi d'immenses ressources nationales pendant plus de 30 ans. Maintenant, tout ce qu'il leur reste, c'est un peu d'uranium enrichi enfoui profondément sous terre. La grande majorité de l'infrastructure a été totalement démantelée et ses meilleurs scientifiques ont été éliminés. Relancer ce projet alors que la communauté internationale observe et que l'Iran est vulnérable aux frappes aériennes est quasiment impossible. Leurs forces par procuration, le Hamas et le Hezbollah, sont totalement acculées et maîtrisées. Ces groupes terroristes ont perdu plus de 80% de leurs forces opérationnelles et sont contraints par des accords internationaux exigeant leur désarmement. L'économie iranienne est en ruines absolues. L'inflation dépasse les 300%. Les estimations américaines évaluent les dégâts de la guerre à environ 800 milliards de dollars. Le chômage y est extrêmement élevé et les infrastructures sont détruites, donc il se peut qu'il n'y ait aucune opportunité d'emploi disponible. C'est incroyable de devoir sans cesse répéter tout cela alors que c'est évident. L'Iran est un régime qui a dépassé son apogée et qui est en chute libre sur une pente très raide. Ils pensent pouvoir sauver la situation en faisant revenir les États-Unis sur le champ de bataille, espérant obtenir un meilleur accord. Des préoccupations légitimes subsistent, des analystes sérieux s'interrogent sur la politique américaine. La semaine dernière, j'ai évoqué l'illusion de vérité. Ce que nous voyons actuellement entre les États-Unis et l'Iran semble pour certains être l'illusion d'un conflit. L'Iran s'effondre de l'intérieur, comme je viens de l'expliquer, mais les gros titres des journaux en ce moment donnent l'impression d'un échange de coups féroces entre Washington et Téhéran.
Le docteur Doron Matza, expert israélien que j'ai déjà interviewé et cité, affirme qu'il ne faut pas se laisser tromper. Ce à quoi nous assistons, dit-il, n'est rien de plus qu'un jeu soigneusement chorégraphié. Tout cela n'est que du théâtre, selon lui, qui permet à deux adversaires fatigués de jouer la comédie. L'Iran peut ainsi montrer sa résistance pour sauver la face, et les États-Unis, eux, peuvent afficher leur agressivité. Mais en coulisses, le dialogue se poursuit. Les deux parties gèrent désespérément la tension juste assez pour éviter la seule chose qu'aucune d'elles ne souhaite vraiment, une guerre totale et généralisée. Le docteur Matza avertit que ce schéma d'endiguement est exactement la même stratégie ratée qu'Israël a utilisée pendant des années avec ses adversaires immédiats. Le concept de gestion du conflit plutôt que de remporter le conflit. Nous savons tous comment cela s'est fini pour Israël. Si les Américains suivent le même plan désastreux, cela leur explosera au visage. Il craint que ce jeu de façade ne donne du pouvoir aux ennemis des États-Unis et de l'Occident. L'Iran exige déjà que les États-Unis respectent les accords précédents en poussant notamment au retrait israélien du sud du Liban. Cela incite d'autres à faire de même. Nous voyons le président français flirter avec ce bloc meurtrier, allant jusqu'à rencontrer le chef militant syrien Al-Joulani. En même temps, le Hamas à Gaza mène une manœuvre politique sur la question de savoir qui contrôle la bande. Ils essaient d'exploiter ce qu'ils perçoivent comme le maillon le plus faible de la chaîne, les États-Unis. Le Hamas espère que les États-Unis vont faire volte-face et forcer Israël à se retirer de ces nouvelles zones tampons de sécurité. La question ultime pour les Israéliens est la suivante. Jusqu'où les Américains iront-ils pour jouer le jeu de l'axe du Moyen-Orient? Tiendront-ils bon ou se laisseront-ils manœuvrer jusqu'à compromettre la sécurité d'Israël? Beaucoup de ces questions ont été soulevées ces dernières semaines, mais il s'agit d'un processus, pas d'un match de football. On a encore le temps. Revenons un instant aux funérailles en Iran. Les gens ont été indignés par le fait qu'un certain nombre d'influenceurs occidentaux aient assisté à l'événement et fait l'éloge du régime iranien tout en condamnant les États-Unis. Tous ces influenceurs et journalistes occidentaux qui se pavanent à Téhéran avec tant de dévouement m'ont rappelé comment. À l'époque, lorsque je travaillais au bureau de presse du gouvernement, nous avons eu un incident avec un journaliste européen d'un média pas vraiment important qui était ici depuis plusieurs années. Et nous le voyions sans cesse à toutes ces manifestations de gauche soutenant les Palestiniens contre Israël. Il participait constamment à ces jeux politiques. Alors nous avons vérifié combien de reportages il avait réalisés pendant qu'il était en poste ici. Agissait-il vraiment en tant que journaliste? Nous avons constaté qu'il avait fait peu ou pas de reportages et avons donc refusé son accréditation de presse pour une année. J'ai reçu plus tard un appel de l'une de nos agences de sécurité secrète qui m'a dit qu'ils aimeraient que je continue à lui accorder des accréditations de presse. Ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est qu'apparemment ce journaliste qui était si fervent à gauche, était en réalité un informateur pour la sécurité israélienne à l'époque. Alors, qui sait quel mal se cache dans le cœur des hommes? Et dans d'autres nouvelles, selon des sources iraniennes, le commandant en chef adjoint du CGRI, le colonel Sadr Soltani, aurait été tué dans un accident de voiture alors qu'il revenait des funérailles d'Ali Khamenei. Bien sûr, c'est pas merveilleux, ça. En 2024, l'ancien président iranien Mahmoud Ahmed ibn Ahmadinejad, oui, le même homme qui vient de réapparaître de nulle part, a affirmé cela. Le chef de l'unité secrète iranienne chargé de contrer le Mossad israélien s'est révélé être lui-même un agent israélien, exposant ce qu'il a décrit comme une faille majeure au sein de l'appareil de renseignement iranien. Ahmad Ahmadinejad a déclaré qu'environ 20 membres de la même unité travaillaient également secrètement pour Israël. Selon lui, ces individus ont transmis des renseignements sensibles liés au programme nucléaire iranien à Israël, contribuant à certaines des opérations les plus importantes du Mossad à l'intérieur de l'Iran. Ce même Ahmad Ahmadinejad qui, d'une manière ou d'une autre, est toujours en vie. Pourrait-il l'être? Je me le demande. C'est pourtant ainsi qu'Israël trouve ses espions, là où on s'y attend le moins. Cela pourrait être des journalistes ou des membres de la flottille, manifestant anti-Israël. Eh bien, ce n'est pas comme si je le savais. Mais d'abord, nous ressemblons à tout le monde, donc vous ne pouvez pas nous distinguer.
Mais pour beaucoup d'amateurs de sensations fortes, rien n'est plus excitant que de travailler pour une institution. Et le mot institution en hébreu, c'est Mossad, au fait. Puisqu'on parle des journalistes instrumentalisés, le Comité pour l'exactitude dans les reportages et analyses sur le Moyen-Orient, Caméra, a invité cette semaine les grands médias à réexaminer les reportages passés sur les affirmations du Comité pour la protection des journalistes. Le CPJ, après des notifications matinales du Hamas et du Djihad islamique, a confirmé que le CPJ avait mal représenté des agents terroristes et les avait présentés comme de simples journalistes innocents. Suite à de vives critiques publiques et à des rapports d'enquête révélant ces liens, le CPJ a annoncé le 25 juin qu'il procédait à une révision complète de sa base de données des travailleurs des médias tués dans la bande de Gaza. De nombreux grands médias avaient présenté, souvent sans réserve ni remise en question, les données désormais discréditées du CPJ sur les décès survenus en 2025 qui décrivent des terroristes comme des journalistes tués en mission par Israël. J'ai collaboré avec ces groupes médiatiques pendant des années. Ce phénomène n'est pas nouveau. Il y a 25 ans déjà, on savait que des groupes terroristes utilisaient le journalisme et imposaient leurs membres aux médias. J'ai moi-même transmis cette information aux médias et à des organisations comme le CPJ. Pourtant, ils font comme s'ils n'étaient pas au courant. Les groupes de défense des droits et les médias le savent. Ils emploient sciemment des terroristes depuis des années et vous mentent à ce sujet, puis présentent Israël comme un pays qui tue des journalistes. Eh bien, revenons maintenant à l'actualité. L'histoire avec la Turquie est un peu plus complexe. Cela a à voir avec la vision globale des États-Unis. Pendant des décennies, la stratégie des États-Unis s'appuyait sur un large réseau d'alliés en Europe et dans le monde arabe. Mais la dernière guerre avec l'Iran a brisé cette illusion, imposant un changement de paradigme au Pentagone. La semaine dernière, des rapports indiquaient que les États-Unis envisageaient de déplacer leurs principales installations navales et aériennes situées au Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar. Tous ces pays manquent de systèmes de défense antimissiles efficaces. Pour aggraver les choses, les alliés arabes de l'Amérique ont flanché lorsque la pression est montée. L'Arabie saoudite a refusé que les avions de guerre américains utilisent son espace aérien pour riposter contre l'Iran. Washington a finalement appris une dure vérité. Il ne peut plus compter sur ses partenariats traditionnels européens et arabes. Alors que le Moyen-Orient était en feu, les alliés européens ont refusé de combattre et ont même bloqué les opérations militaires américaines sur leur territoire. Au milieu de cette trahison, le Pentagone a explicitement décrit cette année Israël comme un allié modèle des États-Unis, le seul entièrement digne du soutien sans équivoque de l'Amérique. En conséquence, les États-Unis modifient discrètement leur stratégie à long terme, décidant de construire leur principale base régionale directement en Israël. La construction de cette infrastructure étant longue et les menaces russes croissant, le président Trump doit patienter tout en jouant un jeu géopolitique complexe. Tout cela explique pourquoi il garde des adversaires complexes comme Erdogan de Turquie près de lui, gardant ses amis proches et ses ennemis encore plus proches pour le moment. C'est une mesure temporaire en attendant le véritable bouleversement tectonique. Les ennemis de l'alliance entre les États-Unis et Israël voient les signes avant-coureurs. Le Qatar et les frères musulmans savent exactement ce que signifie le transfert de cette base. Ils mobilisent désormais tous leurs moyens pour saper et bloquer cela sur le terrain de l'information. Leurs perroquets médiatiques sont actuellement de sortie. Ils lancent une campagne de mensonges massive et coordonnée pour empoisonner l'opinion publique aux États-Unis et saboter désespérément l'alliance inébranlable entre les États-Unis et Israël. À leur grand désarroi, une rencontre Trump-Netanyahou a été annoncée. Selon certaines informations, dès la semaine prochaine, le premier ministre Netanyahou s'envolera de nouveau pour rencontrer le président Trump à Washington. Qu'est-ce que ces deux-là préparent pour nous cette fois-ci? Des hauts responsables israéliens devraient aussi arriver à Washington dans les prochaines semaines. Presque chaque rencontre entre Netanyahou et Trump précédait souvent des mesures majeures. Donc, personne ne sait vraiment ce qui est à l'ordre du jour, mais le moment choisi ne peut pas être ignoré. L'anniversaire de Trump, les célébrations du 250e anniversaire sont passées et la Coupe du Monde touche à sa fin. Le docteur Hanan Wahabi de l'Université de Haïfa en Israël a évoqué la stratégie d'Israël dans la région lors d'une interview avec moi dans mon émission Galilée Israël Radio cette semaine. Le docteur Wahabi explique qu'Israël établit une zone tampon le long de ses frontières, en particulier là où elle rencontre des espaces sauvages, non gouvernés et des États défaillants.
Les zones tampons doivent être démographiques, politiques et stratégiques, pas seulement des lignes sur une carte. Le docteur Wahhabi appelle cela une doctrine d'alliance hybride. Nous ne combattons plus des armées conventionnelles, nous luttons contre des organisations terroristes hybrides, des acteurs non étatiques qui opèrent comme des armées pleinement fonctionnelles. Ils mêlent la gouvernance, le contrôle économique et la guerre psychologique en une seule et même entité. Et puisque l'ennemi est hybride, la stratégie d'Israël doit s'y adapter. Israël doit construire un réseau sophistiqué de partenaires régionaux, de communautés locales et d'acteurs sous-étatiques modérés qui partagent un intérêt commun pour la stabilité et la résistance à l'extrémisme. S'emparer de territoires ou fixer une ligne jaune militaire au Liban ne suffit pas sur le long terme. La seule solution durable est de vaincre décisivement les réseaux terroristes tout en nouant des alliances avec des communautés locales autonomes souhaitant affaiblir le régime par procuration. Le docteur Wahhabi avertit également que si l'Occident ne réorganise pas structurellement la région du sud de la Syrie immédiatement, elle dégénérera en un vide sans loi. Nous voyons déjà les germes dangereux du modèle Mukawama. Des groupes terroristes armés opérant hors des cadres étatiques pourraient rapidement devenir la prochaine force supplétive hostile aux frontières d'Israël. Sa conclusion ultime est un signal d'alarme pour la sécurité nationale. Les États-Unis jouent un rôle central dans l'élaboration des règles régionales, mais l'histoire montre que l'implication des superpuissances évolue. Israël doit dès aujourd'hui se préparer à un avenir où il pourrait être seul. La construction de ces alliances humaines régionales est un pilier fondamental de la survie pour les décennies à venir. Au final, les zones tampons ne sont pas seulement des terres, ce sont des personnes, des communautés et des intérêts communs. Passons à un autre champ de bataille et abordons le front de l'information où Israël est engagé. Le commentateur israélien Micha Danzig, que j'ai déjà interviewé dans le podcast, a écrit un article intéressant pour The Jewish Journal la semaine dernière, dans lequel il explique comment la définition historique du terme « autochtone » est aujourd'hui pervertie par la gauche. Si le peuple juif, écrit-il, dont la langue, la civilisation, le calendrier, la littérature et les traditions juridiques sont tous nés sur la terre d'Israël, dont la présence continue s'étend sur plus de 3000 ans et dont les prières sont tournées vers Jérusalem depuis près de 2 millénaires. Si nous ne sommes pas les autochtones de cette terre, alors le mot « autochtone » perd tout sens cohérent. Dans un renversement historique frappant, le changement de nom forcé d'Israël et de Judée en Palestine est désormais considéré comme une preuve d'indigénéité, tandis que le peuple dont la patrie a été renommée est présenté comme étranger. Il souligne que les sociétés européennes ont longtemps considéré les Juifs comme non-européens, non-blancs et étrangers, souvent de manière violente, pour qu'ensuite, dans le discours moderne, les Juifs soient soudainement présentés comme des colonisateurs européens blancs. Ce renversement, selon lui, est politiquement commode, mais historiquement incohérent. Danzig souligne que le fait d'être autochtone concerne l'origine et non l'endroit où un peuple a vécu. Plus récemment, une population peut résider quelque part pendant des siècles sans s'y être formée en tant que peuple distinct. L'exil n'efface pas le fait d'être autochtone, tout comme les nations amérindiennes n'ont pas perdu leur statut après leur déplacement forcé. Pourtant, dans le discours actuel, Danzig soutient que le fait d'être autochtone est de plus en plus défini non pas par l'origine ou la continuité, mais par la dépossession. Et cette norme n'est appliquée de manière incohérente qu'aux seuls Juifs. Si le peuple juif n'est pas autochtone à la terre d'Israël, alors le fait d'être autochtone a cessé d'être un concept historique. C'est devenu une arme politique, réécrite pour un seul peuple, et pour lui seul. Cette négation de notre lien à la terre d'Israël n'est pas nouvelle. Autrefois, certains experts et détracteurs affirmaient que le roi David n'était qu'un mythe, une histoire de conte de fées fictive, un héros populaire inventé des siècles plus tard. Mais alors, ils allaient avoir une sacrée surprise. L'histoire a une façon amusante de révéler la vérité, littéralement là où on peut la retrouver, justement ce mois-ci. En juillet 1993, une découverte archéologique incroyable a bouleversé le monde sur un site ancien du nord d'Israël appelé Tel Dan. Les archéologues ont extrait un morceau brisé de roche basaltique noire d'un ancien mur. C'était un monument de victoire gravé il y a près de 3000 ans. Rédigé par un ennemi, le roi araméen, il s'y vantait d'une victoire au combat. Lorsque les experts ont traduit l'ancienne écriture, ils ont découvert gravé dans la pierre l'expression « Beth David », la maison de David. Ce roi ennemi ne lisait pas ni ne citait la Bible. Il relatait une véritable campagne militaire contre une dynastie royale historique, les descendants du roi David.
Cette découverte n'a pas seulement confirmé les noms des anciens rois juifs contre lesquels il s'est battu, elle a prouvé au monde entier que le roi David était bel et bien réel. Aujourd'hui, beaucoup réécrivent l'histoire. Vous avez sûrement vu des publications où des gens posent des questions simples à ceux qui prétendent que les Palestiniens sont le peuple autochtone d'ici. On leur demande de nommer un premier ministre arabe de cette terre avant 1948 ou de citer un dirigeant palestinien de l'Antiquité. Ou si Jésus était palestinien, où est-il écrit Palestine dans les Écritures chrétiennes? Où est-il écrit Philistin? Dans leur propre livre sacré, la Bible parle explicitement du roi David, et des collections de textes anciens comme les manuscrits de la Mer Morte, vieux de 2000 ans, confirment l'existence de la Bible. Au moins, cela, c'est certain. Ce vieil historien romain, Flavius Joseph, a écrit sur la guerre des Juifs où il raconte une révolte juive contre l'occupation romaine en l'an 92 après Jésus-Christ. Il ne mentionne jamais la Palestine. Il est le premier auteur en dehors de la Bible à mentionner Jésus. Dans son livre Antiquité judaïque, écrit vers l'an 94 de notre ère, Joseph parle de Jésus. Ce passage est communément appelé le Testimonium Flavianum. Jésus n'a jamais été qualifié de Palestinien, et 1000 ans plus tard, les croisades ont débuté quand les chrétiens ont voulu déloger les conquérants arabes qui ont colonisé la région. Comme d'habitude, ils pillaient les villes et centres juifs lors de leur passage. La région est passée de main en main pendant des centaines d'années entre les musulmans et les chrétiens jusqu'à ce que l'Empire ottoman finisse par prendre le contrôle, et ils ont contrôlé la région pendant près de 400 ans. Je veux dire qu'à cette époque, ni les nations européennes croisées, ni les nations musulmanes ne l'ont fait. À aucun moment ils n'ont parlé d'une entité palestinienne, ni pensé que la population native de la Palestine était arabe. Jamais ils n'ont tenté de créer un État palestinien arabe, parce qu'il n'a jamais existé. Les Égyptiens, les Jordaniens, les Syriens, les Turcs, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie. Aucune de ces nations aujourd'hui si remontée au sujet d'un État palestinien ne l'avait jamais envisagé auparavant. Ils peuvent inventer des revendications et des perceptions, mais la terre d'Israël révèle toujours la vérité. Nous devrions tous nous en souvenir. Les colonisateurs islamiques et les révisionnistes d'aujourd'hui peuvent essayer de réécrire le passé, mais ils ne peuvent pas vaincre la vérité gravée dans la pierre, disséminée à travers toute la terre d'Israël. Je suis Daniel Seaman. Rejoignez-moi à nouveau la semaine prochaine dans Straight Up, depuis les studios JNS, ici à Jérusalem, la capitale éternelle du peuple juif en Israël.